On va, on va, on va commencer. En tout cas, merci à toutes de vous être connectées pour ce petit webinaire que nous organisons autour d'une problématique, évidemment de circonstances. Certes, on est au mois de novembre, mais je crois qu'il n'y a jamais de moment privilégié. Tous les moments sont privilégiés pour parler cancer du sein, mais surtout de notre santé. Nous sommes des professionnels de santé et en fait, je crois qu'on ne s'occupe pas assez de notre santé à nous. Donc, en tout cas, merci d'être là avec nous. Je tiens vraiment à remercier le docteur Bertrand d'être avec nous, qui va nous faire cette petite animation, entre guillemets, qui va vraiment nous parler de notre santé. Comme vous le savez, au SFCD, évidemment, on s'occupe des praticiennes, des praticiens, mais on s'occupe aussi de la santé des praticiens qui nous tient à cœur, puisque un praticien qui ne peut pas soigner, c'est plus un praticien. Donc, c'est important de parler de sa santé aussi. Je voudrais remercier aussi Delphine qui nous accueille au sein de son cabinet. Donc, merci. Hein, c'est sur l'initiative quand même du Grand Est, donc une région dynamique. Et donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer un moment à parler de choses importantes. Donc, je vous souhaite une très bonne séance, mais pas de séance trop chiante. Une séance vraiment pour nous. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bien, bien. On commence. Bien, vous pouvez, je pense que Dr Bertrand et Delphine, vous pouvez y aller, c'est à vous. On va tout pareil, voilà, comme ça on a tout là. Je vous laisse commencer, je crois que c'est vous qui commencez. Voilà, Il y avait une partie, oui, voilà. L'année dernière, nous avions déjà fait une petite soirée où là, c'était réunis pour un dîner après, mais c'est toujours difficile de se libérer. On sait le soir, c'est compliqué. Donc, le format de se retrouver soit ensemble dans un cabinet pour ne pas se retrouver un peu tout seul, en fait. Hein, c'est toujours ça, hein, tendre la main et se retrouver en vrai et un peu chez soi pour pouvoir participer quand même et être ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, la santé des femmes. Là, on a le dépistage effectivement du cancer du sein. Et si ce format-là vous plaît, il faudra nous le dire parce qu'on va pouvoir mettre en place d'autres sujets, puisque avec le dépistage, il y a aussi tout le dépistage HPV. C'est ça, hein, docteur Bertrand. Vous voulez nous en parler juste un peu. Dépistage il y a des du choses cancer, intéressantes. alors dépistage du cancer. Alors donc je suis docteur Bertrand, je suis médecin responsable du site des dépistages et cancers de la Marne. Donc donc je coordonne en fait les trois programmes de dépistage organisés que sont donc le dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein et du cancer colorectal. Avec bien sûr des tranches d'âge qui sont différentes, puisque pour le col de l'utérus, on est sur une tranche d'âge de 25 à 65 ans révolue, et pour le dépistage du cancer du sein et du colorectal, on est sur une tranche d'âge de 50 à 78 ans révolue, c'est-à-dire la veille des 75 ans. Voilà. Donc oui, on en avait discuté, donc je souhaitais plutôt faire quelque chose déjà sur le dépistage du cancer du sein, parce que c'est quand même assez riche, et de façon à ce que vous puissiez avoir une vision un peu globale de ce dépistage. Et puis voilà, si le format vous a plu, en sachant que pour le dépistage du cancer du sein, il y aura une partie théorique et une partie plus pratique, puisque voilà, on dispose d'un boucle d'autopalpation. Après, voilà, pour ce qui est du dépistage cancer colorectal, on peut avoir aussi un côté pratique. C'est un petit peu plus compliqué de faire la démonstration en direct. Mais voilà. Bon, on peut trouver des outils, on peut trouver des conseils, voilà. Pour le col, voilà, là par contre, on ne fera pas de test d'essai. Hein, on a le fauteuil, non pas quand même. C'est un peu tendu. Donc voilà. Bien. Est-ce que tout le monde, en tout cas, nous entend bien? Est-ce que tout le monde a accès aux écrans, nous voit? On va vous passer un petit PDF après en fond, donc vous allez pouvoir avoir accès à ce partage d'écran tous ensemble de ce support. Et si vous le souhaitez après, on pourra effectivement vous l'envoyer. Voilà, voilà.
Donc, je vais laisser la parole au docteur Bertrand. Je vais vous mettre, si vous voulez, le diaporama, comme ça vous un peu allez plus pouvoir près. avoir. En tous les cas, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité à animer cette réunion sur le dépistage du cancer du sein. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans Octobre Rose, mais moi, j'aime bien aussi pouvoir animer des sessions d'information hors cette période qui est souvent très riche. Et pas parfois, bah, on oublie que le dépistage, c'est pas qu'au mois d'octobre, c'est toute l'année. Donc, voilà, on dépasse un peu sur le mois de novembre, c'est parfait. Et puis, c'est très chargé, hein, le mois d'octobre, pour effectivement déjà toutes ces choses d'Octobre Rose. Donc, en fait, on va pouvoir. J'avais avancé. Oui, je crois qu'on est. Oui, ça c'est plus. Ouais. Je sais pas si. Voilà, on est au début. Voilà. Bon, parfait. Alors, moi, je vais pouvoir afficher avec quelle flèche? Non, avec. Alors, parce que attendez. c'est sur mon autre ordinateur que vous l'avez. Ah! C'est pour ça. Donc, vous Alors. allez pouvoir le faire avec ça. Avec cette souris-là, comme c'est celle qui est là-haut. Voilà. C'est la petite molette qu'il a. D'accord. Parce qu'il va jusque là-bas quand même. Alors, comme ça, avec la molette. Ça sera plus facile. Vous l'avez comme ça. Bon, alors j'ai fait un diaporama très exhaustif, mais je vais passer sur certaines choses. Alors, je voulais quand même présenter un peu notre structure de dépistage. Dans chaque région, il y a un centre régional de coordination des dépistages des cancers, le CRCDC. Avant, donc il y a eu, je dirais, une fusion en 2019 des anciennes structures de gestion, et chaque département avait un nom de structure différent. Alors nous, c'était la DPS 51. Alors je ne connais pas tous les sites, mais voilà, souvent, parfois on nous connaît un petit peu mal, mais voilà, CRCDC, ça reprend en fait le nom de ces anciennes structures. Alors, on a des rôles très variés, puisqu'on a quand même un rôle d'invitation avant tout des populations à participer au programme de dépistage organisé, mais pas seulement. On a donc aussi un rôle de sensibilisation du grand public sur les programmes de dépistage, de formation et d'information donc des professionnels de santé, et c'est pour ça que je suis là ce soir. On organise bien sûr la seconde lecture dans notre structure dans le cadre du dépistage du cancer du sein, et on assure le suivi, ce que souvent les personnes ne savent pas, le suivi des personnes dépistées qui ont eu un dépistage positif. C'est-à-dire qu'on récupère toutes les données des dépistages pour savoir, cette dame, elle a eu un cancer, quel type de cancer, quelle taille, quel a été son traitement. Toutes ces données sont collectées et envoyées, bien sûr, sous forme anonymisée à Santé publique France, ce qui permet d'évaluer les programmes de dépistage et de voir l'intérêt du dépistage organisé par rapport à un dépistage, par exemple, individuel. Alors, mince, je vais aller trop vite. Hop. Voilà. Alors, juste, j'ai fait un tout petit rappel sur à quoi sert le sein, en fait. Le sein, c'est une glande qui sert à produire du lait pour l'alimentation du nourrisson, tout simplement. Donc, on a des lobules et des canaux. Donc, les lobules dans lesquels est formé le lait, et puis les canaux galactophores qui vont donc emmener le lait jusque donc au mamelon pour l'alimentation du nourrisson. Et donc, vous entendrez peut-être parler d'un cancer lobulaire quand il se développe justement à partir de ce lobule, ou d'un cancer canalaire quand il se développe donc à partir de ce canal galactophore. Voilà. Donc, le cancer, il va se développer donc à partir d'une lésion de l'ADN, en sachant que on a des cellules cancéreuses qui peuvent se développer, mais notre système immunitaire va pouvoir les éliminer rapidement. Et puis parfois, le système immunitaire ne va pas pouvoir éliminer ces cellules, et donc ces cellules vont pouvoir se multiplier, proliférer, et elles ont la capacité aussi, bien sûr, de migrer à distance par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Puisqu'on est
sans arrêt voilà. Alors des cellules, en fait, nos épithéliums se renouvellent en permanence, mais ces cellules qui vont se renouveler n'ont pas en principe ne devraient pas avoir la capacité de proliférer de façon anarchique. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu difficile pour tourner la molette. Alors, ou alors peut-être parce que il y a un petit temps de retard et puis c'est pas toujours efficace. Ah non, je suis dans le mauvais sens. Alors, attendez. Hop, celle-là, ouais. Vous pouvez, oui, la diapo suivante. Alors, celle d'avant, j'ai repris juste, et ça c'est parce qu'on reverra tout à l'heure sur le bus d'autopalpation, la précédente diapo, où on voit toutes les chaînes ganglionnaires qui peuvent être retrouvées, et notamment tous les ganglions qui peuvent se développer en cas d'atteinte. Alors, on a juste... Voilà. Donc, on a toute la chaîne axillaire et on remonte donc au niveau du sous-claviculaire, sus-claviculaire, et on a aussi une chaîne mammaire interne. Donc, on le reverra, c'était important que vous puissiez voir donc, cette diapo pour que vous puissiez comprendre toutes les zones qui sont justement à examiner pour pouvoir ne passer à côté d'aucun ganglion. Et puis bien sûr, le risque du cancer, c'est le développement de métastases à distance. Hein, et donc là, vous voyez tous les sites qui peuvent être atteints. Donc, que ce soit le cerveau, le foie, les métastases osseuses aussi. On peut avoir des nodules de perméation sous la peau. Et puis, le poumon, le foie, je l'ai déjà dit, le foie et puis ça. Alors, le cancer du sein, c'est un vrai enjeu de santé publique parce que c'est le premier cancer incident chez la femme et on verra dans la diapositive suivante combien le nombre de cancers du sein est important chaque année en France. Le cancer... La crêpe est prête, mon cœur, on va y aller. Il y a des loulous qui participent. Si vous pouviez éteindre vos micros, merci. Donc, le cancer, c'est la deuxième cause de mortalité chez la femme. On pourrait croire que c'est la première, mais non. La première, c'est chez l'homme. Chez la femme, c'est la deuxième cause après les maladies cardiovasculaires. Donc, en termes d'incidence et donc en termes de nouveaux cas de cancer, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent. Et il est suivi par le cancer colorectal et le poumon. Et en termes de mortalité, c'est le cancer du sein aussi qui est le plus mortel. Et il est suivi par le cancer du poumon, puis le cancer colorectal. Hein. Donc, on verra l'importance de ne pas fumer. Voilà, on a un petit message aussi de prévention sur le tabac. Alors là, j'ai repris un diagramme qui est très intéressant, qui a été publié donc, dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et on voit qu'en 2023, il y a 61 000 nouveaux cas de cancer qui vont apparaître en France cette année, estimés. Hein, c'est une estimation. C'est une estimation. Donc, on voit que pour le colorectal, on est quand même beaucoup moins. On est à 21 000. Pour le poumon, 19 000. Et puis, on voit quand même, je dirais, le col de l'utérus, hein, qui finalement pas très important au regard des 61 000, puisqu'on est aux environs 3 000. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est pour le col de l'utérus, l'importance, et là on est à 32 000 quand même, lésions précancéreuses, c'est-à-dire des femmes pour lesquelles il va y avoir un diagnostic de lésions précancéreuses et donc de possibilité d'évolution vers le cancer qui va être posé, avec tout, bien sûr, l'impact psychologique de cette annonce. Donc voilà, regardez bien ce histogramme et l'importance de ce cancer du sein chez les femmes en France. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, une femme sur 8 développera au cours de sa vie un cancer du sein. Donc, je ne sais pas combien on est ce soir, mais vous voyez que voilà, plusieurs d'entre nous développeront dans leur vie un cancer du sein.
Mais alors, ce n'est pas une fatalité. C'est très fréquent. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très fréquent. Mais c'est un cancer qui est un cancer de bon pronostic. Et il est d'autant plus de bon pronostic qu'il est bien sûr pris à temps et tout. D'où l'importance vraiment de pouvoir apprendre à le dépister tôt et de se faire dépister par mammographie le plus précocement possible, et ça en fonction de ses facteurs de risque. Donc, vous voyez une survie à 5 ans qui est environ de 87%. Donc, on considère qu'un cancer du sein qui est pris à temps va guérir 9 fois sur 10. Donc, c'est un cancer de bon pronostic. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas une fatalité de l'avoir, c'est fréquent. Il faut savoir que ça guérit bien, mais il faut pouvoir le prendre à temps. L'âge médian au niveau du diagnostic, c'est 63 ans. Et l'âge médian pour le décès, c'est 74 ans. Donc, c'est quand même un cancer de la femme d'âge mûr, je dirais. Contrairement au cancer du col de l'utérus, qui est un cancer de la femme jeune. Donc là, je vous ai repris ce diagramme aussi qui est intéressant, puisqu'on s'aperçoit en fait que ce taux d'incidence, il ne fait qu'augmenter. Environ 1% par an, et on verra par rapport aux nouveaux chiffres. Mais la bonne nouvelle, c'est que par contre, le taux de mortalité, lui, baisse. Donc là, vous avez un diagramme qui reprend sur l'année de 1990 à 2015. Ce taux de mortalité baisse, et ça, c'est lié déjà au diagnostic qui est plus précoce grâce au dépistage, et puis aussi, bien sûr, au progrès thérapeutique. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Pour que vous puissiez voir les chiffres, justement, ces nouveaux cas de cancer. Vous voyez, entre 90 et 2023, on est passé de 29 000 à 61 000, donc plus 104%. Alors, ce n'est pas lié exclusivement à l'augmentation du risque, c'est lié pour moitié à l'augmentation et au vieillissement de la population, mais c'est aussi lié à l'augmentation des facteurs de risque, que ce soit les facteurs hormonaux et reproductifs, et on les verra plus tard, mais aussi les facteurs modifiables, et ça j'insiste beaucoup, on peut chacune être acteur de sa santé et agir sur son risque, et vous verrez qu'il n'est pas négligeable de cancer du sein. On peut passer à la diapositive suivante. Alors là, c'était juste pour vous reprendre à peu près. Donc, vous voyez le taux d'incidence qui augmente, voilà, dès l'âge de 30 ans, même, alors très peu, dès 25-30 ans, mais vous voyez que surtout entre 40 et 50 et au-delà de 50 ans, on a le plus gros taux d'incidence. Et une mortalité, malheureusement, qui va aussi augmenter avec l'âge. Oui, ça, ouais. Donc, on va voir que le principal facteur de risque de cancer du sein, c'est l'âge. Donc, et on considère qu'à partir de l'âge de 50 ans, toute femme est considérée à risque moyen de cancer du sein. D'où les invitations. Voilà. Alors, le cancer du sein, c'est une maladie multifactorielle. Donc, on va pouvoir voir à peu près tous les facteurs de risque qui ont été reconnus. Donc, comme je vous le disais, le principal, c'est l'âge. 80% des cancers du sein se développent après l'âge de 50 ans. C'est le sexe féminin, même si on peut le retrouver aussi chez l'homme. Il concerne 1% des hommes. Donc, les hommes, peuvent sentir aussi parfois des masses. Il ne faut pas qu'ils se sentent pas à risque de cancer du sein. Ça existe aussi chez l'homme. Les antécédents familiaux. Mais bon, ces antécédents, finalement, ne sont pas forcément très importants. Ça concerne que 30% des patientes. Une vraie prédisposition génétique, c'est-à-dire une mutation génétique qui concerne environ 5 à 10% des femmes. Et vous avez peut-être déjà entendu des mutations BRCA1 et BRCA2, qui sont les mutations qui sont les plus à risque de cancer du sein, puisqu'une femme qui a une mutation BRCA1 a un risque de 65% de cancer du sein à 70 ans. Quand on a déjà eu aussi un antécédent personnel de cancer du sein, on est plus à risque d'en refaire un. Ou quand on a eu des lésions frontières, comme des hyperplasies canalaires atypiques ou lobulaires atypiques.
quand on a eu une maladie de Hodgkin et qu'on a eu une irradiation thoracique importante, on est aussi plus à risque de cancer du sein. Diapositive suivante. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est en fait exposition hormonale, alors qu'elle soit endogène, c'est-à-dire celle qu'on produit soi-même. Et en fait, plus on va avoir une imprégnation œstrogénique longue, et plus on est à risque de cancer du sein. Donc, plus on a eu des règles précoces, plus on a eu une ménopause tardive, ou une première naissance tardive, on est sur un climat hormonal qui est très œstrogénique, et donc on va avoir un risque de développement de cancer du sein plus important. Il y a bien sûr aussi l'exposition hormonale exogène par la contraception œstroprogestative, mais aussi les traitements hormonosubstitutifs qui avaient été vraiment démontrés comme facteurs de risque de cancer du sein. Il y a aussi, je le rappelle, le rôle des perturbateurs endocriniens. On en parle beaucoup. Ils sont vraiment reconnus comme pourvoyeurs de cancers hormonaux chez la femme, donc cancer du sein. Il y a d'autres facteurs qui sont reconnus, alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais surtout, je pense qu'il faut insister sur le rôle de l'absence d'activité physique et donc le rôle protecteur de l'activité physique dans le dépistage, dans le cancer du sein, que ce soit en prévention, mais aussi quand on a eu soi-même un cancer du sein, on sait qu'on a un meilleur pronostic si après on a une activité physique normale. Alors pas forcément devenir un sportif de haut niveau, mais simplement avoir une activité physique, et on sait que voilà, on est de plus en plus sédentaire, et puis que malheureusement avec l'avènement de tout ce qui est les écrans, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, on reste plus facilement derrière un écran que on va faire une balade en forêt. Et pourtant, tout ça, ça agit directement sur notre santé et sur nos facteurs de risque de cancer. L'obésité et donc le surpoids, notamment après la ménopause, ont été reconnus comme facteurs de risque de cancer du sein. Et puis le travail de nuit avec l'inversion du rythme nictéméral aussi, qui favorise ce cancer. Il y a quand même des facteurs qui sont protecteurs, donc c'est d'avoir une première grossesse précoce, d'allaiter ses enfants, mais c'est pas parce qu'on allaite qu'on n'aura pas un cancer du sein. Ce sont des facteurs. Voilà. Après, c'est une balance. Voilà, il faut essayer d'équilibrer tout ça. Quand on a eu de nombreux enfants, parce que justement, on a moins ce climat œstrogénique, et puis l'activité physique importante. Mais bon, quand on revoit tous ces facteurs de risque, c'est important de rappeler quand même, parce que certaines femmes me disent « Moi, dans ma famille, il n'y a pas de cancer, donc je ne me sens pas concernée. » Mais là, en fait, quand on fait ces évaluations, on se rend compte que dans plus de 60% des cas, il n'y a aucun facteur de risque qui est retrouvé chez les femmes. Donc, toute femme est concernée, même si elle n'a pas autour d'elle des antécédents de cancer. Et même si elle a une bonne hygiène de vie, voilà, malheureusement, ça ne protège pas tout, et parfois, ça peut quand même arriver, même si voilà, vous avez une activité sportive, vous ne mangez que du bio, vous avez une belle hygiène de vie, ça peut quand même vous arriver. C'est pour ça qu'il faut vraiment se sentir toute concernée. Alors là, on a vu les facteurs de risque sur lesquels on avait peu d'impact. Il y a des facteurs de risque sur lesquels, bien sûr, on peut agir. Et il y a 12 facteurs qui ont été étudiés. Alors là, quand on parle de ces facteurs, c'est des facteurs de risque sur sur les cancers en globalité, pas forcément que le cancer du sein. Mais c'est une étude qui avait été faite par l'INCa et le Centre international de recherche du cancer, sur le rôle du tabac, principal facteur de risque de cancer, l'alcool. Donc le tabac serait responsable de 19,8% des cancers, l'alcool 8%, une alimentation déséquilibrée, et c'est vrai que parfois on pense vraiment à ces deux facteurs-là qu'on connaît quand même comme pourvoyeurs, mais on oublie vraiment aussi le rôle de l'alimentation et de l'activité physique, et donc le pendant, c'est bien sûr le surpoids et l'obésité.
Et donc, pour ce qui est donc, du cancer du sein, donc, il y a une étude donc, qui avait été faite en 2015, où il avait été retrouvé que 15% donc, des cancers du sein chez la femme de plus de 30 ans seraient dus à l'alcool et 4,5% seraient dus au tabagisme. Mais aussi 10,6% des cancers du sein après 50 ans seraient dus au surpoids et à l'obésité. Donc vraiment, l'importance d'avoir une activité physique et de lutter contre le surpoids et l'obésité. Alors, j'ai remis bien sûr les petits messages de prévention que je remets à chaque, mais ça, c'est valable pour le cancer aussi colorectal. Hein. Bien sûr, arrêter de fumer. Hein. Alors, pas seulement pour le cancer du sein. Avoir une consommation d'alcool modérée. Manger équilibré et varié et en évitant, bien sûr, en privilégiant, bien sûr, le bio, le fait maison et en évitant tous les plats, bien sûr, ultra transformés. Et bien sûr, en ayant une activité physique régulière, ce qui ne veut pas dire forcément, je dirais, faire du sport tous les jours, mais voilà, au moins avoir une activité de marche, au moins tous les jours. Alors, donc on va voir maintenant les différents modes de dépistage. En fait, il y a 3 modes de dépistage du cancer du sein. Et là, je parle de dépistage pour toutes les femmes, hein, pas forcément que pour la tranche d'âge 50-74 ans. Donc, il y a l'autosurveillance, ça, donc on le verra ensemble après, comment on peut soi-même examiner ses seins. Il y a un examen clinique annuel qui est préconisé, ça, par la Haute Autorité de Santé, dès 25 ans. Hein. Donc, par un professionnel de santé, que ce soit par le médecin traitant, le gynécologue ou une sage-femme. Maintenant, on oublie un peu le rôle des sages-femmes, hein, qu'on colle un petit peu au rôle de tout ce qui est plutôt obstétrique, hein, mais elles ont aussi un rôle important aussi dans la surveillance après des femmes, même à la ménopause et en l'absence de grossesse. Et puis, l'examen clé du dépistage du cancer du sein, c'est la mammographie. Hein. Et donc, cette mammographie, elle est préconisée donc, dans le cadre du dépistage organisé dès 50 ans, mais elle peut être préconisée bien avant. Il y a beaucoup de gynécologues qui commencent d'ailleurs leur dépistage dès l'âge de 40 ans, hein, voire même avant. Pour l'instant, c'est en pourparlers au niveau européen de raccourcir un petit peu et de ravancer cette date pour le dépistage. Après, c'est toujours de mettre dans la balance bénéfice-risque, de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'irradier toute une population, peut-être 10 ans de plus, ou pas. Et peut-être que si, en effet, il faut le faire, il faudrait peut-être cibler certaines femmes et pas d'autres. Et donc, il y a une étude actuellement qui est en cours pour voir si on ne pourrait pas construire justement un programme de dépistage qui serait un peu modulé en fonction des facteurs. C'est une question de mode de Non, là, je sais pas. C'est une question. Peut-être qu'on verra pour les questions à la fin. Ce sera peut-être plus simple si. Voilà. Donc voilà, bon, alors j'ai remis aussi, donc ça peut être complété par une échographie, notamment chez les femmes qui ont des seins denses. L'IRM, ça c'est vraiment quand on a un doute sur une image, c'est pas un examen diagnostique, c'est quand on a un doute, puisqu'en effet, si à l'IRM l'image n'est pas évocatrice de cancer, c'est que c'est pas un cancer. Donc c'est souvent dans une image qui n'a pas fait preuve de sa malignité, on se dit je fais une IRM, si l'IRM est normale, on est rassuré. Et puis, bien sûr, s'il y a une image qui est suspecte, après, il faudra une confirmation histologique. Et dans ces cas-là, elle se fait par une microbiopsie ou voire une macrobiopsie. Alors, j'ai repris un petit peu ce diagramme parce que je pense qu'il est important de rappeler et pourquoi par rapport à l'autopalpation, parce que certaines femmes peuvent se dire « Moi, maintenant, je sais palper médecin, donc j'ai plus besoin de faire ma mammographie, ce sera pas utile. » Alors, en fait, l'autopalpation, nous, on la recommande
aussi pour les femmes entre 2 dépistages, parce que malheureusement, on peut avoir ce qu'on appelle des cancers d'intervalle entre 2 dépistages et une tumeur qui peut se développer dans l'intervalle de ce dépistage. Donc l'autopalpation, en fait, elle sert à des femmes qui, pour l'instant, n'ont pas commencé leur dépistage parce qu'elles ne sont pas dans la tranche d'âge ou qu'elles ne paraissent pas être à risque, mais elle peut être aussi utile pour des femmes qui sont donc suivies par un dépistage organisé, mais qui, je dirais, peuvent être faussement rassurées d'avoir eu une mammographie normale et qui, dans l'intervalle, peuvent développer un cancer. Et on sait très bien qu'il faut le détecter le plus tôt possible, et donc il ne faut pas attendre les 2 ans. Et donc, il faut bien, à tout âge, et dès 25 ans, se palper les seins. Et donc là, vous voyez l'évolution d'une tumeur du sein. Donc, pour la détecter à la mammographie, généralement, elle fait déjà quand même dans les 4-5 mm. Hein, quand on a de la chance d'être tombé, voilà. Donc, quand vous voyez, quand on est dans le dépistage, on est sur des tumeurs qui font déjà entre 5 et 10 mm. Et puis, si on veut avoir une tumeur qu'on dépiste cliniquement, et là on pourra le voir sur le buste, on est souvent déjà dans une tumeur qui fait déjà 15, et il faut déjà avoir une main experte, mais souvent déjà 20 mm. Donc il ne faut pas attendre, je dirais, de pouvoir sentir quelque chose, parce que malheureusement, quand on sent une masse, c'est déjà une masse qui fait 15-20 mm, et souvent c'est déjà une tumeur, malheureusement, qui peut déjà avoir envoyé des cellules via la circulation lymphatique, et qui donc peut être à risque de métastase. Alors, l'autopalpation. Alors, on en parle beaucoup. Certains sont pour, certains sont contre. Certains sont, alors, contre, je dirais pas contre, c'est-à-dire que en mettant en avant ce message de faire l'autopalpation, certaines femmes, comme je vous le disais, peuvent penser que si elles font et si elles sont déjà réticentes à faire la mammographie, elles pensent qu'en faisant l'autopalpation, elles vont réussir à découvrir leur cancer du sein et que finalement la mammographie ne va pas être utile. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à insister sur le rôle de l'autopalpation, donc chez la femme jeune qui n'a pas de suivi mammographique, pour détecter éventuellement une tumeur, puisqu'on l'a vu. Bon, alors si on a bien sûr dans sa famille un antécédent de cancer du sein, souvent on sera déjà suivi. Mais quand on n'a pas d'antécédent de cancer du sein, comme on l'a vu, ça peut toucher tout le monde. Alors surtout les femmes de plus de 50 ans, mais aussi parfois les femmes plus jeunes. Donc il faut pouvoir savoir se palper et repérer toute anomalie pour justement consulter le plus tôt possible. Et puis, après l'âge de 50 ans, il faut se palper les seins pour voir si entre des dépistages, on n'a pas une tumeur qui se développe, mais ça ne doit pas, en tous les cas, se substituer au dépistage mammographique. Alors, l'autopalpation, en fait, elle va se faire en 3 étapes. Alors, c'est des gestes qui vont... Alors, moi, je dis l'autopalpation, c'est en fait apprendre à connaître son corps. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt, parce que c'est vrai que parfois, on peut sentir quelque chose, et puis, si on a eu l'habitude de connaître sa poitrine, de savoir comment elle est, on va tout de suite pouvoir se dire « Ah là, il se passe quelque chose, c'était pas comme ça avant ». Donc, c'est mieux quand même de pouvoir le commencer tôt. Alors, on préconise de le faire 1 fois par mois. Alors, pour les femmes qui sont réglées, on dit de le faire plutôt à distance des règles pour pas avoir les seins trop tendus. Et souvent, en fait, on peut sentir en effet des masses, des choses comme ça. Et pour les femmes qui sont ménopausées, on conseille de le faire 1 fois par mois aussi, à une date qu'on a choisie. Alors, ça peut être le 1er du mois, le 15 du mois, enfin à un moment voilà, qui vous paraît opportun. Mais de le faire, voilà, si possible, au moins mensuellement. Et bien sûr, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, cet examen que vous faites vous-même devra être complété par un examen annuel, et ça c'est préconisé par un professionnel de santé. Alors, quand je vous l'ai dit. Alors, on peut le réaliser, par exemple, sous la douche. Je trouve que c'est assez pratique. Après, avec un peu de savon ou quelque chose, ça glisse assez facilement. Et je trouve que c'est un moment où en effet, c'est facile à réaliser. Mais on peut aussi le réaliser en position allongée. Et pour les femmes qui ont une poitrine, je dirais,
assez volumineuse, c'est un peu plus facile à pouvoir étaler et à sentir des choses que quand on a une petite poitrine. Alors là, j'ai repris la fiche autopalpation, mais on va reprendre les éléments. Donc, en fait, la première étape, c'est l'inspection. Donc, c'est se regarder dans le miroir. Déjà, apprendre à connaître sa poitrine dans un miroir. Alors, donc, ça, c'est simple. On peut faire ça dans la salle de bain, quand on se déshabille, après la douche. Et donc, on va se tenir donc, face au miroir. Alors, soit les bras le long du corps, soit les bras sur les hanches. Et on va regarder un petit peu sa poitrine. La symétrie de sa poitrine, parce qu'on peut parfois avoir un sein qui est un petit peu plus important que l'autre. On peut avoir un mamelon qui est un peu plus haut que l'autre, ou un mamelon qui est différent. L'important, c'est de savoir reconnaître sa poitrine pour le jour où il y a quelque chose, et vous verrez ça, on le sent tout de suite, ou on le voit tout de suite. S'il se passe quelque chose, on va se dire « Ah non, mais là, il y a quelque chose. Avant, c'était pas comme ça. » Donc, le but, c'est pas de devenir un spécialiste de la palpation ou d'avoir un geste, je dirais, médical, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir voir toute modification. Alors, on se mettra face au miroir et puis on va pouvoir aussi se tourner de chaque côté pour vraiment examiner sa poitrine, je dirais, dans toutes les directions. Il faut aussi lever ses bras au-dessus de la nuque, puisqu'on verra, il y a une image qui est très parlante, on peut avoir des images en coup de hache, et ça apparaît généralement quand on fait justement des mouvements vers le haut, qu'on fait monter et descendre la poitrine, ça dégage bien justement ces images très spécifiques de cancer. Mais je vous les montrerai sur une photo un petit peu plus loin. Donc, les éléments qui doivent vous alerter. Donc là, ils ont été repris ici. Donc, c'est bien sûr si on a une masse. Mais bon, ça, je pense que tout le monde a compris que si on avait une masse, en sachant que toutes les masses ne sont pas forcément des cancers, on peut avoir des kystes, on peut avoir des adénofibromes, ça ne doit pas forcément inquiéter, mais ça doit amener à consulter pour savoir ce que c'est. Tout changement de taille, si on a une poitrine qui était, je dirais, au préalable de même taille, puis on s'aperçoit qu'on a un sein qui devient plus volumineux, on doit consulter aussi. Quand on a, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, et il y a une photo qui vous le montrera, un creux ou un repli, et notamment qu'on peut mettre en évidence en mettant sa main et en soulevant ses bras au-dessus de la tête, cette fossette là, c'est spécifique ça d'un cancer du sein. Quand on a une rougeur qui apparaît, un épaississement, une peau qui devient un petit peu cartonnée, un effet peau d'orange, c'est pareil, je vous montrerai une photo où on voit très bien cet aspect peau d'orange. Ce sont les pores qui viennent se rétracter et on a un aspect un petit peu ponctué comme ça sur la peau. Quand on a bien sûr, quand on sent des ganglions lymphatiques, que ce soit dans le creux axillaire ou dans le creux qui se trouve, le creux susclaviculaire, c'est-à-dire le creux qui se trouve derrière les clavicules, quand on a un écoulement d'un mamelon, que ce soit spontané ou provoqué, donc on peut regarder notamment dans son soutien-gorge s'il y a un petit écoulement ou pas. Et puis dès qu'on a une modification d'un mamelon, d'une aréole, l'apparition d'un eczéma, d'une rougeur, d'une ulcération, il faut consulter. Donc là, j'ai repris quelques photos parce que je pense que après, une fois qu'on les a vues, on peut se dire « Ah oui, ça, je me rappelle ». Donc là, on a un aspect typique en peau d'orange. On voit cet aspect ponctué de la peau. Là, on a un sein inflammatoire, vous voyez, très rouge. On voit que le sein est tendu. Donc ça, c'est pareil, c'est un cancer du sein. On a cette fossette dont je vous avais parlé tout à l'heure, voilà, qu'on peut dégager donc, en faisant des mouvements de haut en bas avec les bras. On peut avoir aussi ce qu'on appelle un mamelon ombiliqué, c'est-à-dire que, alors, il y a des femmes qui ont, je dirais, toujours eu un mamelon ombiliqué d'un côté, par exemple. Là, ce qu'on met en évidence, c'est quelqu'un qui aurait eu un mamelon, je dirais, normal, bien extériorisé, et qui d'un seul coup viendrait à se rétracter. Donc ça doit faire consulter. Quand on a un eczéma du mamelon, comme ceci, qui est persistant. Voilà, vous l'avez ici, ça c'est une maladie de Paget du mamelon. On a aussi un eczéma ici. Et puis là, on a effectivement aussi une ulcération du mamelon. Tout ça, c'est des signes qui doivent
vous inviter à consulter votre médecin. Donc, déjà, voilà, il y a déjà cette étape d'inspection. Et puis après, il y a la palpation en elle-même. Hein, donc, comme je vous le disais, on peut la réaliser soit en position debout, soit en position couchée. Donc, on prend les 3 doigts du milieu de sa main et on va venir, je vous montrerai tout à l'heure sur le mannequin, et on va venir comprimer la glande mammaire sur le gril costal qui est situé juste derrière. Le but, c'est de venir vraiment étaler la glande, sentir si il y a une masse, quelque chose derrière. Et donc, on va faire cette étape de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le mamelon, de l'extérieur, de la partie externe vers l'intérieur du mamelon. Et on va bien sûr faire tous les cadrans sous forme, comme c'est marqué, voilà, comme c'est fait ici sur le schéma. Donc, pour ne rien oublier, et je vous le montrerai parce que là, vous pouvez pas le voir sur, j'essaye de le faire sur le, mais on le verra tout à l'heure sur, donc, je viens ici palper mon mamelon de l'extérieur vers le mamelon et je vais faire tout le sein. Il faut bien sûr n'oublier aucune zone du sein. Alors, il y a plusieurs techniques. Les gynécologues utilisent plutôt une méthode où ils viennent pianoter un petit peu sur la poitrine. Moi, je trouve que il faut avoir déjà une certaine habitude et avoir déjà senti. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de sentir, d'avoir senti des masses, c'est plus simple de faire, comme je vous le disais, avec ses 3 doigts et de venir vraiment écraser la glande mammaire. On sent vraiment plus facilement les choses. Et bien sûr, on n'oubliera pas de remonter jusqu'aux clavicules. Donc, on viendra donc remonter jusqu'aux clavicules, puisque ici, vous avez donc la chaîne ganglionnaire mammaire interne. Et puis, bien sûr, on n'oubliera pas le creux axillaire et le creux susclaviculaire. Donc, le creux axillaire, moi, je conseille vraiment aussi de prendre les 3 doigts et de venir vraiment, on soulève le bras, on le place derrière la nuque et on vient vraiment crocheter dans le creux axillaire, en sachant qu'on peut avoir des ganglions qui sont, surtout dans le creux axillaire, complètement bénins. Il suffit d'avoir une blessure au niveau d'un doigt, un panari, ou d'avoir une vaccination. On a eu plein de femmes qui étaient paniquées parce qu'elles avaient des ganglions. En fait, elles avaient eu une vaccination contre le Covid et donc elles se retrouvaient avec des adénopathies, mais qui n'étaient pas du tout liées à un cancer du sein, mais uniquement à la vaccination. Et puis donc on remonte donc jusqu'au creux donc susclaviculaire, donc derrière la clavicule, en sachant que alors c'est pas spécifique d'un cancer du sein, mais voilà, quand vous avez un creux susclaviculaire, quand vous avez une adénopathie susclaviculaire, voilà, il faut consulter rapidement. C'est toujours un signe, alors soit de cancer du sein, soit d'un autre cancer ou d'une hémopathie, mais voilà, on n'a pas de ganglions banaux au niveau du creux susclaviculaire. Alors bon, là j'avais repris les signes cliniques, voilà, juste pour vous dire que dès qu'il y a, voilà, donc apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses seins, de façon à détecter toute anomalie et à consulter dès qu'on voit la moindre modification. Oui, j'ai juste oublié dans la palpation de ne pas oublier de venir pincer délicatement. Alors le but, c'est pas de presser, hein, c'est vraiment de pincer tout délicatement le sein pour vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement. Alors, les stratégies de dépistage, ça, je vais reprendre ça très, très rapidement. Donc, comme je vous le disais, on est à risque moyen dès qu'on a 50 ans. Donc, quand on n'a pas d'autres antécédents particuliers, on commence ce dépistage à l'âge de 50 ans. Si par contre, on a eu des antécédents dans sa famille, là, on a un dépistage qui est beaucoup plus précoce. Et généralement, on a commencé 5 ans avant l'âge de la personne qui a eu le diagnostic de cancer du sein. Et quand on a une mutation BRCA1, alors là, c'est vraiment un suivi très, très spécifique par IRM, puisqu'on a vu tout à l'heure les risques importants de cancer du sein chez ces patientes porteuses de mutation. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous parler rapidement du programme de dépistage organisé.
voilà, qui est un dépistage qui a été mis en place depuis 2004, hein, et donc qui consiste à inviter les femmes de 50 à 74 ans donc à réaliser un examen mammographique avec 2 clichés qui seront réalisés sur chaque sein, et ça tous les 2 ans. Ce dépistage est fait par des radiologues agréés, c'est-à-dire qu'ils ont une formation spécifique. Souvent même, ils ont un diplôme de scénologie, hein, donc par rapport à un radiologue lambda. Et d'ailleurs, ces radiologues agréés, la liste figure au dos de nos invitations, hein. Il y a donc un contrôle qualité obligatoire des mammographes, c'est-à-dire que nous, structures, nous vérifions que les cabinets de radiologie effectuent bien des contrôles de leurs appareillages, de façon à ce que le mammographe ne délivre pas une dose, par exemple, trop importante de rayonnement. Il y a donc une double lecture, on le reverra un petit peu plus tard. Et puis, le suivi, je vous disais, des dépistages anormaux dans un but d'évaluation de ce programme. Alors, donc, chaque femme donc, va avoir la bonne surprise, généralement à son jour anniversaire, de recevoir 2 petits courriers d'invitation, l'invitant à faire le dépistage du cancer du sein, et souvent le colorectal tombe en même temps. Et donc, avec une relance à 6 mois, si jamais le dépistage n'a pas été réalisé. Donc, elle pourra se rendre donc, chez un radiologue agréé, dont la liste donc, figure au dos de nos invitations, et elle bénéficiera ainsi d'un dépistage mammographique qui sera pris en charge à 100%, hein, sans avance de frais. Donc, je vous ai mis ici l'invitation. Donc, voilà, une invitation. Alors, elles peuvent être un petit peu différentes en fonction des régions, hein, mais bon, c'est un peu. Donc, il y a une partie un petit peu où on reprend des éléments un peu épidémiologiques du cancer du sein, une partie où la femme peut répondre, nous dire par exemple, non, j'ai déjà eu une mammographie il y a moins de 2 ans, et donc on la réinvite à 2 ans de cette mammo, ou si elle a eu un cancer du sein, ou si elle ne veut pas participer à notre programme de dépistage, c'est bien sûr pas obligatoire. Et puis donc là, vous avez tous les radiologues, par exemple dans la Marne, qui sont agréés pour faire ce dépistage. Donc la mammographie, donc c'est un examen qui utilise les rayons X, hein, et on va venir donc comprimer la glande mammaire entre 2 plaques et faire donc 2 clichés par sein, un cliché de face qu'on voit ici, et un cliché oblique externe qu'on voit ici. C'est un examen, moi, qui ne me semble pas douloureux, que certaines femmes peuvent considérer comme douloureux. Voilà, c'est... Oui, parce que parfois, il faut tirer la glande, il faut venir la comprimer. Mais voilà, ça dure pas longtemps, et voilà, moi, je considère pas que c'est un examen qui est douloureux. Et puis, donc, toutes ces mammographies qui vont avoir été faites en ville et qui vont être considérées comme normales vont être revues par un radiologue second lecteur dans notre structure. Et voilà, donc ce sont des radiologues qui ont une expertise aussi en radiologie, puisqu'ils doivent, ça fait partie donc, du cahier des charges, au moins lire 1500 mammographies par an. Donc, ils ont vraiment un côté plus expert. Et cette seconde lecture, elle permet quand même de détecter 7 à 8% des cancers dépistés. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc là, vous voyez un mammolux, ça se présente comme un grand nez-gâteau avec des dossiers mammographiques qui sont posés donc, par mes secrétaires et puis qui vont défiler comme ça et le radiologue vient lire et donc il peut venir lire 100, 150 dossiers mammographiques dans la soirée. Ah, non, c'est... Alors, donc là, je vous ai remis, c'est important, les résultats des programmes de dépistage pour voir quand même, et il faut être rassuré, que sur 1000 femmes qui vont être dépistées, seulement 7 femmes vont avoir un diagnostic de cancer du sein. Donc, même si c'est un cancer fréquent,
voyez quand même, beaucoup de femmes ne repartent pas avec un diagnostic de cancer. Hein. Donc, en fait, voilà. Alors, bon, il y en a 83, enfin, 7 femmes vont avoir un diagnostic, 83 femmes vont avoir une anomalie qui va être détectée, mais qui n'est pas un cancer du sein. Mais quand même, 910 voilà, vont partir complètement rassurées. Hein. Donc, c'est quand même pas, je dirais, quelque chose qui peut paraître fréquent dans le cadre du dépistage organisé et quand on le réalise régulièrement. Alors, les bénéfices donc, du dépistage, hein, alors que ce soit le dépistage organisé ou le fait d'avoir un dépistage mammographique, c'est de pouvoir justement, et vous l'avez compris, détecter le plus rapidement possible une tumeur. Puisqu'on sait qu'en détectant le plus rapidement possible cette tumeur, elle sera de plus petite taille et elle aura donc moins de chances de pouvoir, migrer au niveau des ganglions et de créer des métastases à distance. Ça a aussi un avantage au niveau du traitement, puisqu'on sait que ces tumeurs de petite taille, on n'aura pas besoin de retirer le sein. On va pouvoir juste retirer la tumeur, et ça, c'est quand même important pour une femme, de pas se faire retirer le sein en entier. Et puis, si la tumeur est en effet de petite taille et il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, on pourra n'avoir qu'une radiothérapie, une hormonothérapie et surtout pas de chimiothérapie. Hein, d'où l'importance de se faire diagnostiquer rapidement. On a cette seconde lecture, ça, dans le cadre du dépistage organisé, voilà, qui permet de réduire donc toutes ces, je dirais, parce que la mammographie, c'est une image, c'est une reconstruction. Alors, on a un sein qui est en 3 dimensions. Là, c'est une reconstruction finalement en 2 dimensions. Donc, on peut parfois avoir des images subtiles qui peuvent ne pas avoir été vues par certains radiologues. Et donc, cette seconde lecture permet aussi de pouvoir bénéficier de l'œil d'un radiologue expert qui peut justement détecter des images subtiles et donc découvrir des cancers parfois à des stades très, 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 très précoces. Alors, bien sûr, comme tout examen, voilà, il y a ses avantages, il y a aussi ses limites. Me semble important quand même de pouvoir vous en parler parce que le dépistage du cancer du sein a été est décrié, depuis les années 2010-2012, où on a dit que finalement, c'était peut-être pas utile, que ça pouvait donner aussi le cancer du sein, mais on le verra. Donc, c'est pour ça que c'est important que je puisse vous en parler et pouvoir un petit peu vous rassurer par rapport à tout ça. Donc, on parlait justement du surdiagnostic, c'est-à-dire que le dépistage par mammographie permettrait en effet peut-être de diagnostiquer des cancers qui n'auraient peut-être jamais évolué. Alors, on parle de cancer in situ, hein, pas de cancer infiltrant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains cancers in situ qui peuvent être là et rester à l'état quiescent et puis jamais se développer. Donc ça existe, c'est vrai. Pour autant, on sait quand même que 40% de ces cancers vont devenir invasifs. Et j'avoue que si moi, on me dit que j'ai ce cancer, je préfère qu'on me le découvre, qu'on me le retire, même si peut-être qu'effectivement, il n'aurait jamais évolué. Je me dis, je préfère en être débarrassée plutôt que de me dire, oui, il est peut-être là, je le laisse, et puis peut-être que finalement, il ne bougera pas. Mais bon, moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque. Donc voilà. Mais je pense important que voilà. Quand on parle de surtraitement, alors c'est vrai que cette femme qui va avoir ce diagnostic de cancer in situ, elle va avoir un traitement, on va lui retirer, donc elle va avoir une tumorectomie, on va lui retirer la tumeur. Elle aura certainement un petit peu aussi de radiothérapie, mais je veux dire, ça va se limiter à ce seul traitement. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est un traitement qui est quand même, léger. Il y a aussi, ce qui a surtout été mis en avant, c'est le risque lié à l'irradiation. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'études qui ont montré effectivement la toxicité de l'irradiation mammographique au-delà de 50 ans. Il y a des évaluations qui ont été faites, mais c'est toujours compliqué de savoir quel est le lien de cause à effet. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que
on bénéficie tous d'une irradiation naturelle en France. Donc là, je vous ai repris la dose de rayon X qui était délivrée, qui est de 0,4 millisieverts tous les 2 ans, et l'irradiation naturelle en France, elle est de 2,4 millisieverts par an. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir, je dirais, pondérer. Alors, bien sûr, il ne faut pas se faire irradier pour rien, mais dans le cadre du programme de dépistage, et ça, c'est quelque chose qui est évalué, quantifié, il n'y a rien qui montre qu'il y a un risque à avoir un dépistage mammographique à partir de l'âge de 50 ans. Et d'ailleurs, voilà, on peut avoir voilà, une radiographie de colonne lombaire. Voilà, je vous ai mis, c'est 1,9 millisieverts. Donc, on est bien au-delà de ce dépistage mammographique. Et pourtant, on ne se pose pas la question d'aller se faire une radio du dos quand on a un lumbago ou quelque chose. Après, je ne parle même pas du scanner, que voilà, on est à 7 millisieverts. Alors, on peut quand même avoir des faux négatifs, c'est-à-dire que la mammographie peut passer à côté d'un cancer du sein. Il y a des cancers qui sont parfois très difficiles à diagnostiquer, notamment les lobulaires. On sait que c'est des cancers pas faciles à mettre en évidence au niveau de la mammographie, mais bon, c'est quand même très rare. On peut bien sûr avoir des positifs, c'est-à-dire découvrir une image qui ressemble à un cancer qui n'en est pas un, pour lequel on va être obligé de faire… Alors, souvent, les examens complémentaires sont suffisants. On ne va pas passer par la chirurgie. Souvent, une IRM va permettre de nous rassurer. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui est, je dirais, très inquiétant. On va pouvoir très rapidement savoir si c'est un cancer ou pas. Les cancers de l'intervalle, et donc là, je rappelle l'importance de l'autopalpation, puisque ça peut arriver, c'est rare, c'est 2 sur 1000 femmes dépistées. Et puis parfois, alors là, c'est vrai, on est un petit peu en retard actuellement parce que c'est une bonne nouvelle. On a eu beaucoup de femmes qui ont participé cette année. Donc, on a pris un petit peu de retard sur la seconde lecture. On est plutôt là autour d'un mois plutôt que des 15 jours qui sont voulus par le cahier des charges. Et donc, c'est vrai que les femmes peuvent être un petit peu inquiètes et souvent, elles nous appellent ou elles nous envoient un petit mail. J'ai pas reçu mes résultats. Est-ce que c'est normal? Je m'inquiète. Bon, en sachant que quand une dame a un résultat positif à la seconde lecture, elle en est bien sûr immédiatement informée et elle reçoit rapidement les éléments chez elle. Alors, j'ai repris le pronostic, on l'a vu, il dépend vraiment de la taille de la tumeur, puisque plus la taille est importante, plus on a un risque d'envahissement ganglionnaire et de métastase. Donc, l'intérêt de pouvoir le diagnostiquer le plus tôt possible. Et donc, il y avait une étude qui avait été faite par l'ANAS qui montrait que le fait de réaliser une mammographie tous les 2 ans réduisait de 30% la mortalité donc, par cancer du sein. Là, j'ai repris ça, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Je pense que le temps passe. Oui, très vite. Donc ça, je vais aller vite sur les résultats de la participation. Alors, vous voyez, donc plus la couleur est claire, plus la participation est faible. Plus la couleur est foncée, plus la participation est importante. Donc, je vous laisserai regarder par rapport à votre département. Nous, la Marne, on est un département qui est assez bon élève, puisque voilà, sur le programme de dépistage 2021-2022, on était à 54% pour une moyenne nationale à 47%. Alors, il faut savoir que ça, c'est pour le dépistage, c'est le taux de participation pour le dépistage organisé. Il faut compter environ 10% supplémentaires pour les femmes qui ne souhaitent pas participer au programme de dépistage organisé et qui font du dépistage individuel, en sachant que le dépistage individuel, c'est exactement le même examen que le dépistage organisé. Ce n'est pas un dépistage au rabais, c'est les mêmes clichés mammographiques, la même échographie, et en plus, il y a un examen clinique. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'environ 4 femmes sur 10 ne font pas leur dépistage. Ça, c'est les chiffres à peu près nationaux. Et là, voilà, je vous ai mis le taux de participation. Alors, c'est en fonction de l'âge, mais bon, c'est pas ce qui est le plus important, même si on voit que
voilà, c'est les 60-64 ans qui participent le moins. On voit vraiment donc ce programme de dépistage qui a augmenté jusque 2011-2012 et puis qui diminue progressivement. Et c'est pas seulement lié au Covid, hein, vous le voyez, avec une chute bien sûr spectaculaire là en 2020 liée au Covid, une reprise, mais comme on le voit, qui est bien insuffisante par rapport à toutes les mammographies qui n'ont pas été réalisées à cette période-là. Alors, cette année, on est assez optimiste parce que 2023, on a eu quand même une augmentation quand même du taux de participation. Donc, je ne vais pas parler des freins à dépistage pour pas voilà, trop dépasser sur le timing qui nous avait été donné. Donc, juste, donc vous rappelez que c'est important de se surveiller, et ça dès 25 ans, donc ça concerne, je dirais, pratiquement toutes les femmes, hein. Donc, pensez à... Alors, bien sûr, quand on a 25 ans, on ne va pas faire ça tous les mois, hein, mais voilà, apprendre à connaître sa poitrine pour être capable d'identifier le moindre changement. Suivre bien sûr les recommandations de l'examen clinique annuel, je dirais même de l'examen gynécologique, hein, puisque autant en profiter à ce moment-là pour avoir un examen gynécologique, vérifier l'endomètre, les ovaires, lors d'un examen qui soit par le gynécologue, mais aussi par la sage-femme. Bien sûr, on consulte immédiatement au moindre symptôme, hein. Vaut mieux consulter pour rien que d'attendre. Et surtout pas dire « Oh, ben, j'ai ma mammographie dans 6 mois, je verrai bien ». Non, non. On peut consulter avant, et s'il faut, on fait une mammographie avant. Et puis, on a un dépistage qui est adapté, bien sûr, à son niveau de risque. Et même si, en effet, le programme de dépistage vous invite dès l'âge de 50 ans, si par contre, dans votre famille, et notamment si dans les femmes dans le premier degré, hein, alors le premier degré, alors c'est, moi je dis toujours, à côté de moi, mes frères et sœurs, au-dessus de moi, mes parents, et en dessous de moi, ça peut être aussi mes filles, hein. S'il y a eu un cancer du sein, bien sûr, le dépistage va être anticipé, et ce sera un dépistage individuel par mammographie. Donc, j'ai remis les chiffres clés. Une femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on le détecte tôt, il sera guéri 9 fois sur 10. C'est un cancer de bon pronostic. Donc, il ne faut pas le voir comme une fatalité. Et on a la possibilité quand même d'agir en changeant ses habitudes de vie sur son propre risque de cancer du sein. Et donc, voilà, avoir une alimentation équilibrée, faire du sport, ne pas fumer et boire de façon modérée. De façon à augmenter voilà, ses chances de survie, avoir un meilleur pronostic, et puis moins de séquelles et un traitement moins lourd. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas été trop... J'ai essayé de voilà, parler un petit peu de tout, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, et que voilà, il faut pas envisager ça comme un dépistage, il faut avoir une vision un peu globale du cancer du sein et de son dépistage en général à tout âge. Et c'est pour ça que voilà, j'ai souhaité parler à la fois des facteurs de risque, de la participation, enfin voilà. J'espère que j'ai pas été trop lourde ou non, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires qu'on entende, nous, en tant que professionnels de santé, parce qu'on parle beaucoup de choses à nos patients sur leur comportement, et on s'oublie aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez abordées qui vont peut-être faire écho, enfin, à nous en tant qu'être humain, qui a peut-être aussi besoin. Donc moi, je retiens que je vais rechercher mon papier de dépistage. Voilà. Voilà, je Voilà. vais le chercher. Rapidement. Voilà, je vais le chercher. Pour celles qui me connaissent, il va falloir vraiment que je me mette à l'activité physique. Donc, merci. Ça Non. peut être une marche régulière, hein, Oui, bien sûr. Bien par sûr, jour, mais essayer le plus possible de ne pas utiliser la voiture. C'est déjà parce que c'est vrai que on est on est dans sa vie, on est souvent amené à être quand même assis,
un peu plus sédentaire, et bah, il faut essayer le plus possible, dès qu'on peut, bah, de monter les escaliers. Enfin, voilà, c'est parfois aussi des petites choses qui font qu'on peut augmenter aussi son activité physique sans forcément se dire, ça y est, je me mets au sport, mais bah, essayer le plus possible, en effet, et c'est reconnu comme étant protecteur, hein, Et de- ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut se connaître. Parce que c'est vrai Ouais. on se regarde pas assez, on ne se connaît peut-être pas assez, et les signes d'alerte, on va peut-être pas les signaux, ou les Ouais. signes, on va pas les voir parce que on ne prend pas le temps de Peut-être se trop tard. connaître. Peut-être trop Voilà, tard, hein. Quand on aura voilà, quelque chose qui sera tellement flagrant qu'on se dira, ah ben mince, ah oui, là, il y a un truc, c'est quand même. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Peut-être, n'hésitez pas. Ou alors c'était tellement clair que c'était. Moi, je suis pas en rentrée. Non, alors c'est exactement les mêmes examens. L'examen mammographique qui va être réalisé, la seule différence, c'est qu'ils vont venir luxer la prothèse pour essayer de mieux dégager la glande mammaire. Mais la surveillance est strictement la même. Voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième lecture aussi sur un dépistage individuel? Non, bah non, non, non. Ouais. Ah, est-ce que on n'a pas entendu la question? Excuse-moi. C'était quoi C'était la par question? rapport à la seconde lecture. Est-ce que quand on fait un dépistage individuel, on bénéficie d'une seconde lecture? Et je disais non. Ah, Pas de d'accord. seconde Ok. lecture. C'est uniquement dans le cadre du dépistage organisé. Mm. D'où l'intérêt du dépistage, de participer au programme de dépistage organisé. C'est pour ça que nous, on essaye d'inclure le plus possible les femmes. Même des fois, voilà, elles doivent refaire un examen parce qu'elles sont inquiètes. Moi, je les réinclus dans le dépistage pour qu'elles puissent justement bénéficier de cette seconde lecture qui est le plus d'avoir leur expert et de se dire, bah oui, il faut absolument. C'est vrai qu'il y a parfois des femmes qui disent, oh ben moi j'ai des antécédents dans ma famille, je suis déjà bien suivie, c'est pas la peine que je fasse de dépistage organisé. Et je leur dis, bah non, c'est dommage parce que par exemple, il y a des femmes qui sont suivies tous les ans, elles peuvent tout à fait réaliser une année dans le dépistage organisé et là, elles bénéficient de la seconde lecture, puis l'année suivante, elles font dans le dépistage individuel. Mais elles ont au moins la chance, et elles d'autant plus qu'elles sont à risque, de pouvoir avoir cette seconde lecture qui est quand même un gage je dirais, de sécurité, puisque ce sont des radiologues qui ont un œil vraiment expert. Hein. Donc Ouais, c'est surtout, dommage comme vous l'avez dit, se ça. faire dépister ne veut pas dire avoir un cancer. Exactement, voilà. Et je vous ai montré effectivement, même si c'est pour ça qu'il faut parfois mettre dans la balance les chiffres du dépistage et puis les chiffres des nouveaux cas de cancer, une femme sur 8, c'est vrai, mais pour autant, vous voyez, sur 1000 femmes qui vont faire leur dépistage, seulement 7 vont avoir un diagnostic de cancer. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut voir ça, je dirais, comme une chance, justement, si en effet on a un cancer, parce que malheureusement, ça peut nous tomber dessus. Alors, quand on a des facteurs de risque, bah, bien sûr, on est plus à risque, mais quand on n'en a pas, bah, de se dire, bah, oui, j'ai cette chance de pouvoir le détecter tôt, il faut vraiment que j'en profite, quoi. Oui, surtout que il y a eu, comme vous l'avez dit, une volonté de dire qu'il fallait arrêter parce que justement on en trouvait trop. Donc forcément, il y a toujours cette suspicion sur la prévention et sur le dépistage au niveau de la santé de la femme où il n'y en a pas assez. Donc là, il y en a, donc il faut en profiter. En fait. Ouais. Mais il y a faut y beaucoup de aller. femmes après qui se disent, moi je regarde toujours par rapport, parce que nous on suit les cancers et on regarde si effectivement, est-ce qu'elles ont fait leur dépistage. Alors, on voit des femmes, bien sûr, elles arrivent dans un cabinet de radiologie parce qu'elles ont une masse, etc. Et on voit qu'elles n'ont pas fait leur dépistage. Et je me dis, mais c'est bête parce que peut-être qu'elle l'aurait fait 2 ans avant. Cette tumeur pour lequel elle a déjà un ganglion, peut-être même déjà une métastase, on aurait pu le diagnostiquer et elle n'en serait pas là, et c'est des années de vie gagnées. Donc parfois j'ai du mal à comprendre que on n'essaye pas de pouvoir bénéficier de cette chance, de se dire oui, on a un examen, on sait que c'est un examen qui fonctionne, qui permet de détecter tôt un cancer, et ben j'en profite pas.
Voilà. Et Je on se crois dit, que la prévention. je croise les ouais. doigts et puis pourvu que ça ne me tombe pas dessus. Mais Mm. seulement le jour où ça tombe dessus, on se dit, bah, si j'avais su. Et puis là, on se dit, ah bah mince. Et puis alors après, on stresse parce qu'on vous dit, ah bah vous avez un ganglion. Bon, bah alors, il va falloir vous faire un PET scan pour voir s'il n'y a pas de métastase. Et puis là, on se dit, et là, on sait que on n'est plus du tout, dès qu'on a une métastase, on n'est plus du tout dans le même pronostic. Tout à fait. Donc, c'est quand même dommage de se dire, mince, j'ai un examen qui fonctionne, c'est un examen de fait, j'ai plein de choses, je peux aussi me palper, je peux faire cet examen, je peux aller voir mon médecin qui peut le découvrir, et puis finalement de ne pas le faire et de perdre des années de vie ou perdre même sa vie. Je pense que la prévention n'est pas encore ancrée assez dans l'habitude des gens. L'habitude, c'est de faire de la prévention, de faire du dépistage. Nous, on le voit bien, enfin, c'est pas le cadre de ce soir, mais on connaît bien la prévention où des choses sont proposées et on n'y va pas. Et c'est vrai qu'il y a souvent soit une histoire de temps, soit une histoire de prévention qui n'est pas normale ou logique à cocher dans les choses à faire. J'ai fait, hop, c'est bon. Ça vient en dernier, voilà, c'est ça. Il y a une question, c'est aussi celle de si on ne connaît pas ses antécédents, qu'on n'a pas si on ne les connaît pas, j'irais soit. Alors après, ça dépend un peu des gynécologues. C'est vrai qu'il y a des gynécologues, même si vous n'avez pas d'antécédents dans votre famille, ils vont commencer à faire du dépistage individuel. Enfin, nous, on regarde dans nos chiffres, il y a environ 80% des femmes qui qui sont invitées, qui ont déjà fait une mammographie. C'est exceptionnel qu'une femme n'ait pas fait de mammographie avant l'âge de 50 ans. Ça arrive. Donc, généralement, les gynécologues commencent plus tôt. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en parler de savoir, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on prend à une échelle individuelle ou est-ce qu'on prend à une échelle d'une population, de se dire, est-ce qu'on va finalement irradier toute une population dans un âge, alors en sachant qu'en plus, dans l'âge 40-50 ans, les examens mammographiques sont un peu plus difficiles aussi à interpréter, puisque à partir de 50 ans, la glande mammaire se transforme, on a un tissu qui est riche en glande mammaire encore avant l'âge de 50 ans, et puis petit à petit, il va se transformer en un tissu graisseux, et donc ça va être plus facile à analyser. Et chez les femmes plus jeunes, on va avoir beaucoup de tissu mammaire et donc on va avoir cet aspect un peu blanc qui est parfois plus difficile à analyser. Donc c'est vrai que le commencer plus tôt, il faut vraiment arriver à mettre la balancerise et se dire ah ouais, je le fais pour tout le monde. Mais bon, je pourrais moins bien analyser ces dépistages. Et puis, est-ce que vraiment une dame qui n'a aucun risque, ça vaut vraiment le coup de lui faire commencer 10 ans avant? Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut peut-être avancer, je ne sais pas, parce que je pense que les choses ont été quand même très On va claires. peut-être montrer rapidement le buste. Je ne vais pas revenir sur toute l'autopalpation, je vais peut-être juste vous montrer par rapport à l'examen. En inclinant un peu pour le faire ADN, Alors, vous ne l'inaugurez pas, mais nous avons cette année, grâce aux dons qui ont été versés au CRCJC, eu la chance de pouvoir nous offrir un buste d'autopalpation. En plus, c'est un buste qui présente donc des anomalies. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être pencher la caméra? Non, ou on le met comme ça? Ouais. En principe, c'est de ça. Quand il l'avait mis sur le. Donc, comme je vous expliquais, donc on prend les 3 doigts, voilà, les 3 doigts de la main du. Voilà. Et donc, on va venir écraser la glande mammaire sur le gril costal. Donc, on part de l'extérieur et on revient vers l'intérieur du sein. Voilà. Et donc, on va faire tout le sein comme ça. Donc, je ne refais pas le tout. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, de revenir jusqu'au crocus claviculaire pour vérifier si effectivement
Il n'y a pas une adénopathie, c'est susclaviculaire. Et puis, on vient aussi crocheter ici, sous le creux axillaire, pour vérifier qu'il n'y a pas d'adénopathie. Hein. Et donc, le geste, c'est voilà. C'est les mains et je viens écraser ma glande mammaire. Alors, pour celles qui sont ici, vous pourrez tester, puisqu'il y a des vraies tumeurs. Voilà. Enfin, des vraies. Enfin, des tumeurs. Est-ce que c'est clair pour vous le geste? Alors, je vous dis, les gynécologues pianotent comme ça. Alors, en fait, le pianoter, souvent, les femmes, elles vont pas assez en profondeur. Et vous pourrez le voir sur les tumeurs. Quand une tumeur est profonde, c'est très difficile à sentir comme ça. Alors que quand on vient écraser la glande mammaire sur le grille costal, on sent bien, on sent bien. Et donc, c'est quand même un geste qui est plus facile à réaliser, qui, à mon sens, plus facile à réaliser qu'à réaliser comme ceci. Et puis après, ce qu'il faut surtout, c'est être méthodique et ne pas oublier du tout une zone du sein. Hein. Donc, on part de l'extérieur et on revient vers l'intérieur. Mais bon, c'est vrai que quand il tombe comme ça, c'est pas... Vous voulez essayer de le mettre pour que... Vous voulez nous montrer? Allez. Il faut le retirer de ça, il faut le mettre là-dessus comme ça. Et ben, vous le mettez sur vous. Voilà. D'accord, il retire le plaisir. Ouais. Ça va pas se faire. Attendez. C'est lourd. Oui, c'est quand même assez lourd. Hein. Allez. Voilà. Voilà, on va serrer la chose. Non, attendez. Yes, Pardon. Allez, pas... Je vais m'asseoir, Voilà. sinon je Vous voulez vous asseoir? Pour me mettre à la hauteur, Ah oui. je pense que ce sera mieux. Hop, comme ça, je vais être Ah bah c'est parfait. calme. Voilà. Voilà. Donc alors, on commence, hein, vous avez dit. Alors, la glande mammaire, On se regarde à gauche, à droite, c'est Voilà. comme on avait dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, la première, très bien. La première étape, l'inspection. Donc, je me regarde. Donc, les bras sur les hanches. Et puis, on lève aussi les bras. Voilà. Pour dégager, vous avez vu, comme on l'a vu sur la photo, on le voyait très, très bien. Hein, ce grand, coude là, de sur le côté, Voilà, là. ce coup de vache. Donc, on se regarde et puis on pivote de chaque côté pour voir. On regarde la symétrie de son sein. Est-ce que j'ai les mamelons qui sont à la même hauteur? Est-ce que j'ai un sein qui est plus gros que l'autre? Est-ce que j'ai un mamelon qui est ombiliqué ou pas? Quelle est la taille de mon aréole, la forme, etc. Enfin voilà, avoir une vision un peu globale. J'ai même des dames qui se prennent en photo. Voilà, pour dire, bon ben voilà, Ouais, j'ai pour, un instant bloquer T pour dire, voilà, il était comme ça. Bon, après, il faut pas devenir non plus, il faut pas que ça devienne obsessionnel, mais voilà. Là, il y a Donc, un truc. oui, parfait, voilà. Donc, vous voyez, quand on pianote, on peut avoir tendance à pas aller assez en profondeur. Alors que quand on vient, moi je dis toujours, c'est comme si on se disait, tiens, il faut que je trouve un grain de raisin et quand je le trouve, je viendrai l'écraser. Vous voyez, un peu cette sensation-là. Mon mari me dit, parce qu'il a fait des gynéco, tout ça, Ouais. il disait que c'était une bille de plomb dans un sac de farine. Ouais. Bah là, vous allez sentir si vous sentez quelque chose. Voilà. On dirait. En direct. Ah, il faut, hein. Mais du coup, en fait, vous, quand vous montrez, vous mettez facile qu'une dans le seule bain. main comme ça. Mais Ouais. quand Parce on le qu'en fait, principe, à deux, alors on le fait à en deux mains. principe sur avec le bras opposé et voilà et on vient Ah, comme palper ça. voilà avec la main opposée. Oh, il y a un truc là. Ah. Oh. Ouais. Oui, Donc là, alors là, vous voyez, alors sur le mannequin, alors je pense que vous le verrez pas, mais il y a un aspect ici peau d'orange et là on voit que le mamelon est un ombiliqué peu. Ah oui. et on sent à l'intérieur il y a une tumeur en fait qui vient rétracter le mamelon. Vous pouvez le faire en direct, hein, je vous vois. Voilà là. On a une sous clavière. Il y en a une là. C'est là. Ouais, il y en a une Là. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, mais vous ne pourrez pas le sentir ici, c'est là, sous que la toutes cage, les sur le tumeurs truc. qui sont ici, et vous verrez qu'on ne les découvre pas toutes, elles font toutes au moins 2 cm. Et vous verrez comment déjà 2 cm, c'est pas évident à trouver. oui. Oui, parce Ouais. que là, celle qu'on Donc- sent, c'est les grosses en fait. Alors bon, là, il y en a une très très Ouais, il y a une grosse. grosse Voilà. là. Ouais. Mais le 2 cm, Mais là, ici, celle-là, elle fait déjà 3 cm et demi. faut appuyer Mais fort, hein. voilà, il faut quand même. Alors parfois, je vous dis, quand on a Là, une ouais, poitrine, là, il y a un truc là. voilà. Ouais. Ouais. Mais voyez, elle fait déjà 2 cm. Ouais, Et c'est pourtant, gros déjà. on se Et dit, je l'ai pas eu au et ben, premier coup. voilà, c'est ça. Et là, il y en a une autre.
Parfois, moi je dis il faut faire les deux. Alors peut-être qu'on peut alterner un mois sur deux. Un mois je le fais en position allongée, un mois je le fais en position. En même temps, ça prend pas énormément de temps. Oui, c'est Mais ça, en mais il faut position connaître. allongée, quand on a une forte poitrine, ça Vous voulez permet de palper bien étaler. Ça permet de bien étaler. Bon, après, je pense que On va la remettre on à pourra- plat, c'est ouais, plus facile, trouve je c'est plus pense. c'est Oui, plus non, facile de le palper. Pour l'avoir fait, moi, sur Ah, ouais. le buste Oui, oui, c'est dur plus et sur, facile que sur comme ça, c'est plus facile. C'était plus pour montrer Montrer le geste. le geste. Et puis montrer que le sein Voilà. a quand même un peu une forme un peu en goutte et il faut pas hésiter à remonter un peu loin. Il n'est pas que rond Ouais, comme puis ça. voir hein. entre les deux, là, Et puis voilà, la chaîne la chaîne ganglionnaire, ganglionnaire, mammaire, tout interne. Voilà. le rond. Et C'est puis, une grande surface. Oui, c'est une grande oui, ça fait. surface, Oui, en oui. fait, c'est ouais, ça. ouais. C'est pas juste, C'est ce qui m'avait c'est pas juste le surprise. sein, quoi. C'était Ouais. ça. Ouais, Ouais. Ouais, j'en ai fait aussi. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc, je vais décrocher Alors. mes seins. Et je vais laisser, voilà, mes consoeurs pouvoir palper. Si vous pouvez décrocher les seins, parce que c'est pas facile. Voilà, le Mais sauce. c'est vrai que moi, je fais toujours enfin, Oui. je fais examiner après pour Voilà. trouver les tumeurs. C'est quand même plus simple de le Plus mettre sur un plan. de le mettre sur un plan dur. Bah, justement, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le but, c'est quand même que voilà, on vienne écraser voilà, sur le grill costal et qu'on sente quelque chose. Mais c'est vrai que, comme il a été dit, la surface est énorme, en fait. Oui, ouais, Enfin, on a cette impression qu'on doit se Disons, il y focaliser a la sur glande le sein. mammaire et puis après, il y a la chaîne Et ganglionnaire. en fait, c'est vraiment, enfin, c'est très large. C'est très, très large. Donc là, on a l'aspect voilà, Ouais, peau c'est drôle, hein. d'orange et puis avec un aspect un peu aussi cartonné de la peau. Hein. Ouais. Et là, en fait, il y en a deux et elles sont à des, comment dire, voilà, il y en a une qui est beaucoup plus profonde ici. Ouais. Voilà. Mais là, vous voyez, vous avez l'impression qu'elle est petite, mais c'est quand même déjà 2 cm. Enfin, je veux dire, donc c'est, voilà. Donc, même quand on a une main très experte, Aussi, on sent que c'est gros voilà, quand même. on sent. Oui, mais c'est parce que maintenant vous savez qu'elle est là. Peut-être, Ouais. mais moi j'ai des adénofibromes. Ah, des adénofibromes, donc, ouais. Donc vous avez l'habitude de sentir plein de choses. Ouais, c'est hyper chiant. Ah, bah oui. Mais je vais mieux le faire maintenant que vous avez expliqué tout ça. Ouais, Ouais, je ouais, vais ouais. mieux le faire. Ouais. Parce que je le De faisais pas l'ex- justement parce que je sentais toujours des trucs. Ouais, Donc je me disais, ça sert à rien que je le fasse, je sens toujours des ouais, masses. ouais, ouais. Mais le truc, c'est de se dire, est-ce que je sens quelque chose de différent? Voilà, Bon, c'est après, ça. Mais voilà. maintenant, je vais être plus vigilante à Ouais. où ils sont placés, etc. Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà. Et puis, bien partir de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, Et puis, voilà. Et puis bien voilà. Ouais, Processus claviculaire. Ouais. Et puis, la dernière étape, c'est de presser le mamelon pour vérifier qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il n'y ait pas l'écoulement. Bon, après, il faut y aller délicatement. Hein. Ouais. Puis après, alors c'est pareil, c'est pas spécifique d'un cancer du sein. Alors les gynécos, ils n'aiment pas trop. Alors certains gynécos n'aiment pas trop parce qu'après, les femmes, dès qu'elles n'arrêtent pas de. Elles pressent, et elles entretiennent en fait le. C'est pas forcément un cancer du sein. Il y a peut-être une question. Il y a une question? Vous avez une question? Véro? Non, on se Non, dit non. qu'on aurait mieux fait d'être avec vous pour palper. Ah bah oui. mais voilà, Ah ouais. l'occasion. Ouais. C'est Et vraiment c'est très intéressant de le sentir. Ouais. Ouais. Mais on a l'impression qu'il faut y aller fort quand même. Il n'y a pas un risque de se faire Oui. mal. Ah bah non. Non, parce Non, que je sais pas, je pose la question. Non, non, mais en fait, tissu mammaire qui vient glisser derrière sur le grill. Oui. Ça doit pas être douloureux, hein. Ça doit pas être douloureux. Oui, c'est ça, faut pas se faire mal non plus. C'est pas Ah l'objectif. non, non, non. Ah ben non, 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 pas du tout. Ça ne doit pas être douloureux, hein. Ça doit pas être douloureux. Non, non. Mais après, vous aurez l'habitude de la sensation de votre sein. la douche avec un gel un peu. Oui, voilà, c'est c'est ça. pas Un mal petit gel, aussi. ouais. Ça- Ouais. Ça glisse mieux. Et puis après, le faire aussi en position allongée parce que, voilà, quand c'est quand même, on arrive plus facilement à avoir ce contact. Surtout quand on a une forte poitrine, quand on a une petite poitrine, ça va tout seul, mais quand on a une forte poitrine,
la masse, elle peut être à 5 millimètres, elle peut être à 10 millimètres, elle peut être, voilà, c'est ça. Elle peut bouger Et donc, quand on au a- moins, quand le sein est bien étalé contre la paroi, c'est quand même beaucoup plus facile de venir justement le détecter. Et là, c'est vrai qu'on y sent bien, mais Oui. hein, Ouais. ouais. Mais c'est bien d'avoir Bon, après, en principe, il y a 2 tumeurs bénignes, et puis là, c'est plutôt des tumeurs malignes. Bon, le but, c'est pas de dire ça, c'est plutôt malin ou Oui, non, voilà, c'est de se c'est dire vraiment de le j'ai sentir. quelque chose, voilà. Et donc, apprendre à connaître son corps pour après Mm. dire ah bah oui, non, là, il y a un truc qui a changé. C'est différent. C'est différent. Tout à fait. Eh ben, je pense on a vraiment appris énormément de choses et je pense que dès ce soir ou demain matin, il va y avoir du test dans l'air. Mais il faut le faire, voilà, il faut le faire dès maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes, parfois, elles s'inquiètent, mais parfois, il est déjà souvent trop tard. Elles ont senti quelque chose, mais parce que c'était déjà, je dirais, flagrant, quoi, hein. Puis parfois, les eczémas, tout ça, il faut pas hésiter à consulter quelque chose qui persiste, voilà. Pour arriver le plus tôt possible. Toute anomalie Voilà, doit toute être anomalie, voilà, doit être explorée. Il vaut mieux à la rigueur, voilà, y aller pour rien, plutôt que d'attendre et puis se retrouver avec quelque chose qui a évolué, et puis tout le risque. S'il n'y avait pas d'intérêt à le diagnostiquer précocement, on n'aurait pas on ferait pas la mammographie. Là, c'est vraiment exactement. hein, et on n'est plus Ouais. du tout dans les mêmes pronostics. Hein. Donc, je suis sur le sein. Je complète ce que j'ai envoyé en petit message un peu à toutes. Merci pour votre participation à toutes. Merci beaucoup, docteur Bertrand, de nous avoir accompagnés ce soir, parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir prendre une petite heure pour s'occuper de nous. Oui, bien sûr. Hein, de se dire que ouais, c'est important aussi. Sur le site du SFCD, vous retrouverez également le j'ai un cancer, je fais quoi? Parce que c'est important aussi de savoir au niveau de notre cabinet, de notre quotidien, des aides, de tout ce qu'on peut avoir droit ou des actions à faire. On avait fait un petit quelque chose l'année dernière, donc on doit pouvoir retrouver tout ça. Et puis, donc, si vous avez des idées, des choses que vous voulez qu'on développe sur des sujets, si ce format-là vous a plu, parce que ça permet quand même de nous réunir sur toute la France, parce qu'en fait, c'est difficile hein, de pouvoir mettre un lieu qui puisse convenir et une date pour chacune. Si vous avez des suggestions sur les jours, les horaires, tout ça. Un petit message, voilà, on essaye de faire des choses qui vous intéressent et répondre aux demandes. Voilà, voilà. Un petit mot, Madame la Présidente. Un petit mot pour dire merci, évidemment, et puis j'espère à très vite pour d'autres sujets, parce que je pense que ce format est quand même très sympathique et nous permet de passer un moment à penser à nous et à pouvoir avoir le maximum de monde. Donc j'espère qu'on se retrouvera très vite. Et puis à celles qui viennent à l'ADF, je leur dis à l'ADF. Voilà. Et puis une très bonne soirée. Merci encore. La prochaine fois, ce ne sera pas café, ça sera autre chose, je vous promets. Allez, Banco, on fait ça. Ça marche. Merci beaucoup, Delphine. Voilà. Merci beaucoup au docteur Bertrand. Et à très bientôt, en tout cas, à vous toutes. Et puis, bonne soirée. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. J'aimais bien le côté de revenir le palper. J'avais déjà fait l'année dernière. Oui. Je trouve que cette Ouais, sensation, elle est pleine de Allez, sens. oui.